Il y a de cela 63 ans que la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, accédait à son indépendance. Plus de 3 décennies maintenant que la question de la souveraineté du pays fait débat. La crise sécuritaire et les choix stratégiques politiques opérés ramènent cette question au goût du jour. Nous allons l'évoquer au cours de cette émission avec nos invités. À ma gauche, sans plus tarder, je vous présente Gervais Amil Cabral Nadombega. Il est membre du Front Patriotique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous disons également bonsoir à Guy Hervé Cam, coordonnateur du mouvement Sens. Et c'est donc sous cette casquette qu'on le reçoit aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Alors le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. La question, la toute première, elle vous revient. Guy Hervé Cam, en 63 ans d'indépendance du Burkina Faso, est-ce que vous estimez que le bilan, il est positif, négatif ou mitigé? Je parle bien sûr sur le plan politique, le plan sécuritaire et le plan développement. Alors, je pense que on tient cette émission à un moment où le Burkina Faso n'a pas sa souveraineté sur une grande partie de son territoire, à un moment où on a une jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer, tant sur le plan politique que sur le plan social, à un moment où le chômage est endémique, à un moment où déjà avant la crise sécuritaire, l'accès, n'est-ce pas, aux services sociaux de base n'était pas problématique, mais c'était pire que ça. Et à un moment où sur la scène internationale, notre pays n'existait pas, ou en tout cas existait seulement donc par procuration. Alors quand on regarde tout ça, on ne peut pas dire que le bilan était mitigé. On ne peut dire que le bilan est tout simplement médiocre. On a l'impression que nous avons pris notre indépendance en 1960 et qu'après, on ne savait pas que faire avec. Donc, 63 ans de tergiversation, 63 ans de non-décision. Et justement, vous dites qu'aujourd'hui, la question revient sur le tapis, hein, à la faveur donc de ce discours de choix de partenaires. Mais pour nous autres, qui avons passé le temps à dire que notre problème n'était pas forcément lié à notre passé de coloniser, notre problème n'était pas forcément et exclusivement lié aux colonisateurs, je pense que les événements actuels nous donnent raison. Pourquoi ? Parce que pour se libérer du colonisateur, c'était pas aussi compliqué que ça. On a vu que en quelque temps, on a rompu les accords. Au Mali, on est allé même plus loin. On a chassé la MINUSMA. C'est pour dire que pendant 63 ans, on a eu une direction qui n'était pas véritablement une direction politique dans le sens de l'art de gouverner. Mais nous avons toujours dénoncé une élite politique qui travaillait que pour elle-même, et au finish, on a eu cette situation et nous pensons qu'aujourd'hui, ceux qui nous combattaient lorsque nous disions que le problème n'était pas l'Occident, mais le problème c'était notre capacité nous-mêmes, n'est-ce pas, à faire des choix difficiles, à faire des choix concrets, à faire des choix progressistes comme Thomas Sankara l'a fait en 4 ans avec notre indépendance et notre incapacité à obliger nos dirigeants à aller dans ce sens-là, que c'était ça le problème. Aujourd'hui, je pense que c'est clair, 63 ans de regrets, mais c'est aussi 63 ans d'expérience sur lesquelles nous devons nous bâtir pour réinventer au fait l'avenir de notre pays, l'avenir de notre continent tout simplement. Est-ce que vous estimez justement qu'on a suffisamment tiré leçon justement de ce passé? Alors qu'on ait tiré, moi je ne peux pas dire qu'on a suffisamment tiré leçon, mais je sais que personnellement et dans le groupe politique que nous avons, nous n'avons pas attendu ces événements-là.
déjà, nous avons en fait critiqué en fait cette faillite de la gouvernance, et comme solution, nous avions proposé l'engagement de tout le monde, parce que nous avons dit ce confort-là qui consiste à dire je suis dans la politique, je ne fais pas la politique, les politiciens sont bons. Non, nous avons dit que ce confort-là, c'était un confort qui n'était pas payant, et que il fallait sortir, n'est-ce pas, de son confort, aller sur le terrain de l'engagement politique, de l'engagement social pour faire changer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, les gens sont en tout cas en état de comprendre. Tout de suite, je disais à des jeunes, je dis, en fait, ce qui est bien dans ces contextes difficiles-là, c'est qu'on assiste à une politisation accrue, n'est-ce pas, non seulement de la jeunesse, mais aussi du reste de la population. Parce qu'aujourd'hui, avec la question de l'insécurité, avec la question des coups d'État, tout le monde parle de la chose publique. Et pour moi, c'est un aspect de la politisation, n'est-ce pas, de la jeunesse, de la politisation des jeunes qui fait que il faut transformer ça en une opportunité pour faire prendre conscience de la population en général, qu'on a perdu du temps, qu'on a perdu 63 ans, et que mais tout n'est pas perdu, qu'on peut reconstruire l'avenir si ces 63 ans perdus là. Ces 63 ans perdus là sont en réalité comme des arbres, des fruits, des herbes mortes. Il faut que ça ait servi, donc, il faut que ça serve à fertiliser, n'est-ce pas, le champ de l'espoir pour le peuple burkinabé. Alors, Gervais Amil Cabral, est-ce que vous estimez que la jeunesse burkinabé a su préserver l'héritage des dévanciers qui ont lutté pour cette indépendance-là? D'abord, je vais corriger le nom. C'est Gervais Nadambega. Cabral, c'est le nom d'activiste sur le net. Autant pour moi. Bien, merci. Ensuite, je suis là effectivement au nom du Front Patriotique. Et il y a beaucoup de confusions qui se font effectivement sur le sujet du Front Patriotique, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui commencent par Front. Mais le Front Patriotique se veut une organisation qui fait dans l'objection de la conscience politique. Alors le Front, il n'est ni contre, il n'est ni pour effectivement une personne, un individu. Le Front Patriotique se veut critique, force de proposition, force de réflexion, quelle que soit effectivement l'adversité qu'il y a. Maintenant, pour revenir à votre question, de savoir effectivement si la jeunesse a su saisir des opportunités. Encore faut-il effectivement qu'il y ait eu ces opportunités. Mais on ne peut pas parler effectivement de la jeunesse et de l'indépendance sans interroger même l'indépendance. Parce que ça devient des formules. Et on récite effectivement les formules, on ne va pas questionner effectivement. L'indépendance, c'est quoi au XXIe siècle? C'est quoi l'indépendance d'un pays au XXIe siècle? Où il y a la globalisation, où les flux monétaires ne sont plus saisissables. C'est quoi là l'indépendance? Je pense qu'à ce niveau, il faut lire l'indépendance dans l'interdépendance, bien choisie, dans la capacité effectivement des États-nations à négocier entre eux, de sorte effectivement à ce que les accords soient des accords qui respectent mutuellement toutes les parties dans un contexte effectivement davantage partagé, gagnant-gagnant. Alors, si on ne cherche pas des indicateurs de ce type, et on apprécie effectivement un peu en l'air. Et dans ce contexte, si on regarde aujourd'hui, là où je partage totalement effectivement l'avis de Maître Kam, c'est qu'il a toujours manqué à notre jeunesse le courage de s'assumer. Mais il ne faut pas toujours accuser simplement la jeunesse, parce que c'est nous également, les adultes, qui sommes allés effectivement à l'école du colonisateur, et au retour, on a cherché seulement à remplacer le colonisateur dans ce qu'il faisait, recevoir effectivement des miettes. On n'a pas voulu effectivement nous assumer pour penser une Afrique, pour penser un Burkina Faso. Un Burkina Faso qui devrait être effectivement un Burkina Faso où il y a au moins la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on continue effectivement de quémander. Et quand vous regardez effectivement nos institutions de formation, moi j'ai fait une école d'ingénieur de développement rural, on forme beaucoup plus les gens à évaluer les pertes, les déficits alimentaires, que de produire. On forme beaucoup plus les gens à être des administrateurs que des encadreurs de producteurs. Qui va aller produire? Si vous regardez effectivement l'ensemble des essais qu'il y a eu, les pôles de production, ce n'est pas les idées qu'il n'y a pas.
c'est simplement que les cadres qui doivent penser et faire effectivement avancer ne s'assument pas. Alors, lorsque vous dites que la jeunesse refuse de s'assumer, est-ce que ce n'est pas une lecture erronée, en quelque sorte, de l'histoire politique du pays, lorsqu'on sait qu'il y a eu les événements de 2014, il y a eu la révolution portée par un jeune capitaine. La jeunesse s'est assumée dans l'histoire du Burkina. Bien, pour vous répondre à cette question, je vais vous dire que l'histoire évolue en spirale. Ça veut dire qu'il y arrive effectivement des moments où vous êtes effectivement dans le dos de la spire, vous pensez effectivement que vous êtes en bas, mais ça a progressé. Il faut regarder effectivement en perspective. Pour dire quoi? Si nous repartons au début effectivement des indépendances, nous avons eu effectivement toute notre jeunesse à l'époque, qui sont les adultes aujourd'hui, qui étaient dans les idées de gauche, des idées progressistes, qui avançaient avec effectivement une grande conscience. Mais quand, et c'est cette jeunesse-là, à l'époque, adulte, qui a poussé effectivement à l'insurrection, à la révolution, en encadrant les jeunes. Dommage, quand ils sont arrivés à la tête, ils ont préféré utiliser l'effort collectif pour se nourrir eux-mêmes, nourrir effectivement leur propre génération, que de nourrir l'ensemble. Alors ça décourage effectivement la jeunesse. Maintenant, quand je dis que la jeunesse ne s'assume pas, c'est que dans une grande partie, elle a accepté d'être effectivement des porte-valises. Au lieu, effectivement, aujourd'hui, nous avons 65% de la jeunesse qui constitue la population, effectivement, de Burkina Faso. Donc, au niveau des électeurs, ils sont 65%. Imaginez que ces jeunes prennent conscience, effectivement, de leur situation et, comme ils le disent, poussent, effectivement, appellent, interpellent pour servir et non servir des gens pour qui se servent. Ça aurait changé. Et c'est pourquoi j'ai dit, effectivement, que la jeunesse, elle doit s'assumer. Et elle est beaucoup formée aujourd'hui, la jeunesse. Il n'y a rien qui se passe dans le monde sans que la jeunesse, effectivement, soit informée. Donc, c'est une invite, c'est une interpellation à la jeunesse de prendre, effectivement, ses responsabilités et puis pousser. Et quand je dis jeunesse, ce n'est pas nécessairement au plan numérique, à l'âge numérique, non. C'est la jeunesse dans l'innovation des idées, dans la promotion des valeurs. Et ne pas suivre effectivement la décadence des valeurs, parce que quand vous regardez le Burkina Faso aujourd'hui, les militaires critiquent les civils critiquent les militaires, et chacun pense effectivement que c'est lui qui est le meilleur burkinabé, alors qu'ils sont tous des burkinabés. Il y a des répartitions de rôles, mais quand vous regardez, ils sont aussi tous pourris aujourd'hui les uns que les autres. Alors, on parle indépendance, on parle également souveraineté, qui est justement employé à tort et à travers, surtout dans les régimes sous transition. Dernièrement, on voit beaucoup cette question de souveraineté du peuple et tout. Alors, Maître Kam, pour vous, c'est quoi un peuple souverain? Déjà, ça m'a fait sourire, mais j'aime bien la formule de dire souveraineté utilisée donc à tort et à travers. Oui, vraiment. Dans beaucoup de cas, en fait, c'est utilisé donc à tort et à travers. En fait, un État, lorsque il acquiert son indépendance, il accède à la souveraineté internationale. C'est-à-dire que l'État, à partir de ce moment-là, a la capacité de décider pour lui-même. L'État est une personne morale distincte de toutes les autres. Donc, théoriquement, il n'y a pas un lien, n'est-ce pas, de subordination, il n'y a pas un lien de dépendance qui fait qu'une puissance étrangère peut décider pour cet État-là. De ce point de vue-là, comme je l'ai dit, en 1960, on a accédé à la souveraineté internationale. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on est parti, n'est-ce pas, d'un pays colonisé, et on a fait partir donc le régime en fait colonial, la puissance colonisatrice, et qui en partant a pris le soin, n'est-ce pas, de fabriquer une élite néocoloniale pour rester et continuer à la servir. Ce qui fait que les populations ont tendance, n'est-ce pas, à considérer que nos peuples n'étaient pas souverains. Pourquoi? Parce qu'il y avait des puissances étrangères qui décident pour nous. Et ce n'est pas faux. Et ce n'est pas faux dans l'absolu, dans la mesure où on sait bien
que, et même dans le système des Nations Unies, il y a certaines fois où les positions des colonies étaient donc déterminées par la puissance coloniale, à l'ancienne puissance coloniale. De ce point de vue-là, la souveraineté, on va dire, elle est théorique. Mais elle est théorique pourquoi? Et c'est ça le problème intéressant. Elle est théorique parce que on a un système néocolonial qui fait que des autorités censées représenter le peuple souverain du Burkina représentent plutôt un système qui les a fait rois. Et ce système-là, comme tout système, ben, il est né, il a connu son apogée et forcément aujourd'hui il est dans son déclin. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est très bien que nos États affirment et exercent leur souveraineté, mais je vais paraphraser le président Sankara qui disait faut pas, c'est pas en prononçant le nom du médicament qu'on guérit le mal. Donc ce n'est pas en proclamant, n'est-ce pas, notre souveraineté que nous devenons souverains, mais c'est en assumant, n'est-ce pas, cette souveraineté-là, en prenant les décisions qui peuvent fâcher, mais que nous estimons au moment où nous les prenons être celles qu'il faut prendre dans l'intérêt, n'est-ce pas, de notre population. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque je regarde ce qui se passe aujourd'hui, où tous ceux qui parlent de souveraineté, vous les trouvez, ils ne sont pas gênés, n'est-ce pas, de dire que parce que nous sommes souverains, nous faisons appel à la Russie. Parce que nous sommes souverains, quand vous voyez un peuple dans la rue en train de scander le départ de la puissance coloniale avec le drapeau d'une puissance étrangère, vous posez la question s'il s'agit vraiment de souveraineté ou si c'est comme le syndrome là de cette poule que vous prenez, vous mettez la main dessus, même quand vous enlevez la main, elle est là, elle peut pas se lever parce que on a l'impression que voilà, non, on a l'impression finalement que c'est un peuple qui ne croit pas en lui-même, qui ne pense pas qu'il peut faire seul, qui pense que si on a renvoyé la France, si on n'a pas une autre puissance pour nous aider, ben on va mourir, on ne pourra pas. Donc il faut justement que la deuxième étape, la vraie souveraineté, soit celle qui fait que nous avons confiance en nous-mêmes, nous sommes confiants en nos capacités, où nous disons, nous avons dit au revoir à la puissance coloniale et nous nous assumons. Ceci étant, on ne vivra pas, n'est-ce pas, dans l'autarcie. On a des partenaires, on a des partenariats, mais à force de scander un partenariat précis, on a l'impression que on est en train d'avoir quitté une souveraineté, enfin un esclavage, pour aller vers un autre esclavage qui sera meilleur. Parce que moi j'entends des gens dire oui, là, telle puissance ici. Donc il n'y a pas de bon impérialiste, il n'y a pas de bon esclavage. Soit on est libre, soit on est esclave, soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Moi je suis pour que ce contexte-là, n'est-ce pas, serve à ce que notre pays soit vraiment un pays souverain qui ne compte que sur lui-même. Et si nous allons avec Tartampion, avec n'importe quel autre pays, c'est, n'est-ce pas, un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais quand nous allons dans un rendez-vous du donner et du recevoir, nous devons mettre en avant le donner, parce que c'est ça qui nous fait recevoir. Alors, vous avez parlé des questions, je poursuis, vous avez parlé des questions de décision forte pour matérialiser la souveraineté d'un peuple. Alors, si on prend le contexte qui est le nôtre, cette question de financement endogène, et même pour revenir à la sécurité, le fait de vouloir défendre le territoire par nos propres moyens, entre griffes, et par même les populations elles-mêmes, en faisant allusion au VDP, est-ce qu'on est dans cette dynamique de souverainisme? Déjà, le débat ne devrait pas se poser. Parce qu'un État, c'est d'abord et avant tout un territoire, c'est aussi l'exercice, n'est-ce pas, de la sécurité sur le territoire. Si un État est incapable d'assurer sa sécurité, ce n'est même pas un État, à plus forte raison, un État souverain. Donc, toute volonté, n'est-ce pas, de prendre en charge nous-mêmes, ou en tout cas de déterminer les principes de notre défense nous-mêmes,
est un élément de souveraineté. Ça ne devrait pas faire l'objet de discussions. On ne devrait même pas en parler. C'est tellement normal. Maintenant, souvent, la question se pose. Quand on en parle trop, on a l'impression que ça devient maintenant un discours qui est comme un discours entre griffes politique. Ça veut dire qu'on dit quelque chose parce qu'on sait que ça plaît aux oreilles de ceux qui l'écoutent. Même si dans le fond, c'est pas comme ça. Sinon, pour moi, franchement, quand je me lève le matin, je m'habille, je ne dois pas être fier de m'être habillé. Donc quand un État défend son pays, quand un État est souverain, il n'a pas besoin de le proclamer. Moi, j'aime faire les comparaisons. Et la période de notre pays où tout le monde se réfère aujourd'hui pour parler de souveraineté, c'est la période de la révolution de Sankara. Mais regardez les discours de Sankara. Il ne parlait jamais de dire que nous sommes un pays souverain. Il savait que nous sommes un pays souverain. Donc, que ce soit sur les questions de défense, sur les questions économiques et sur les questions politiques, il disait ce qu'il voulait faire pour le Burkina Faso. Allez-y. Merci beaucoup. J'aimerais revenir quand même sur la notion de l'indépendance et celle effectivement de la souveraineté. En fait, pour faire simple, l'indépendance c'est une situation, c'est la situation d'un pays qui n'est pas soumis à un autre. Et c'est sur cette base, effectivement, qu'on se réfère toujours aux Nations Unies, où on est passé, effectivement, de 50 États, certains s'appellent des États-nations, depuis 50 ans, et on est arrivé, effectivement, à 193. Et les gens essaient de s'influencer pour pouvoir, effectivement, le faire. Et maintenant, quand on parle de souveraineté, la souveraineté, c'est beaucoup plus la qualité des systèmes, des institutions, pour, effectivement, amener le pays à pouvoir se suffire sur ces différents plans, tout en coopérant effectivement avec les autres. Ceci pris, cette compréhension, cet entendement considéré, si vous questionnez nos institutions, vous verrez effectivement que nos institutions sont des institutions calquées. Vous prenez notre constitution, elle est calquée. Vous prenez effectivement l'ensemble de nos textes sont des textes calqués, l'ensemble effectivement de nos systèmes de production sont des systèmes de production calqués. Alors que si nous disons effectivement une nation, si nous disons effectivement un peuple uni dans un État, parce que ça se définit également par le partage de quoi? Par le partage de valeurs, par le partage de la culture. Mais si on dit effectivement partager la culture, partager les valeurs, ça veut dire effectivement que l'on définit ce qui est important, ce qui nous permet effectivement de partager, ce qui est... Et ça note bien que tous nos pouvoirs qui se sont succédés, si l'on fait une parenthèse de la Révolution, il n'y en a pas eu qui se soit assis pour dire où est le projet de société que nous construisons pour nous, par nous-mêmes. Et regardez par exemple le système judiciaire. Vous êtes avocat et vous pouvez beaucoup dire dessus. Quand les gens ont commencé, quand Sankara est arrivé, on appelait effectivement les avocats des Songda, mais ce n'était pas seulement le nom qui avait changé, c'était aussi l'approche. On demandait maintenant à ce moment, non plus effectivement à ce que le système judiciaire fasse la preuve de la culpabilité de la personne. N'est-ce pas? Mais que la personne effectivement fasse la preuve effectivement de son innocence. Ce qui est propre effectivement à nos valeurs et à nos valeurs traditionnelles. N'est-ce pas? Alors, pour dire quoi? Que pour apprécier notre souveraineté, si on enlève la parenthèse effectivement de la Révolution, aujourd'hui, nous n'avons qu'une souveraineté. Nous mangeons de l'aide internationale à 80%. Si on ferme les robinets, c'est terminé. On va effectivement être en train d'aller dans la banqueroute partout. Nous allons effectivement dans les institutions internationales, nous regardons où la France lève la main et on lève la main. Maintenant, je ne veux pas stigmatiser seulement la France, mais je vais dire, questionnons ce qui est en train de se passer. Si nous regardons et nous repartons effectivement en 1884, en 1884, Bismarck à l'époque, je m'excuse de faire une petite parenthèse historique, Bismarck à l'époque a dit, qu'est-ce qu'il a dit aux Européens? Il les a invités, écoutez, ces sauvages d'Africains-là, laissons-les où ils sont, organisons-nous, sortons effectivement des formules, des textes, on va aller ramasser leurs ressources, et on va venir construire chez nous. Et ils ont mis en place effectivement un ensemble de règles et de politiques pour pouvoir ne pas s'influencer négativement, avoir un consensus pour cela. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont assis et ils ont littéralement partagé. La Russie a pris effectivement l'Europe de l'Est, les États-Unis ont pris l'Amérique latine et puis le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Et puis
la France et l'Angleterre ont pris effectivement l'Afrique. Si on regarde effectivement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et en Afrique, précisément dans le Sahel, c'est qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que c'est comme un déplacement du combat, parce que tout simplement la France n'a pas, dans le cadre effectivement de la gestion des choses en Crimée et en Ukraine, n'a pas respecté les règles. Donc, la Russie se dit, vous avez fait ci, je reviens chez vous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons des drapeaux russes et nous disons effectivement que nous accompagnons la Russie. La Russie est là pour ses intérêts. Nous devons nous asseoir, réfléchir et nous dire, qu'est-ce qui a marché avec la France, qu'est-ce qui n'a pas marché avec la France? Qu'est-ce qui a marché avec, qu'est-ce qu'on peut prendre avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut prendre avec la Russie? Et puis, les opposer s'il veut, si c'est nécessaire, et puis tirer de gauche et de droite, ce qui peut effectivement nous avantager. Voilà ce qui peut faire notre souveraineté. Il faut donc une évaluation et définir. Allez-y. Sur la question de la souveraineté, je voudrais ajouter quelque chose au fait, après ce que j'ai dit, le fait que, voilà, on est souverain, on l'assume. Mais très souvent, ce terme est un peu galvaudé. Pourquoi? Parce que quand vous entendez le plus souvent les gens parler de souveraineté, les gens parler de non-ingérence parce que nous sommes souverains, c'est parce qu'à l'intérieur, on fait des choses qui ne sont pas tolérées par la communauté internationale, par le système international dont nous sommes membres. Et quand on sent que les gens vont parler, non, c'est notre souveraineté. Donc, en fait, très souvent, c'est ça le problème. Un État va interdire, allons à l'extrême, la liberté de presse à l'intérieur. Quand les gens vont dire que c'est pas non, le Burkina est un État souverain, on fait ce qu'on veut. Donc, un État va faire des violations massives des droits de l'homme. Quand on veut parler, non, le Burkina est un État souverain, on fait ce qu'on veut. Donc, il s'agit d'une couverture? Non, j'ai dit, il s'agit d'une utilisation de la notion de souveraineté qui galvaude ces termes, qui fait que beaucoup de patriotes vont avoir même peur de ce mot-là. Parce que très souvent, du point de vue des dirigeants, ce n'est pas utilisé pour faire avancer le pays, mais c'est plutôt utilisé pour couvrir des violations massives qui se font dans le pays. C'est souvent ça le danger. Mais je peux revenir dessus quand même. Je vais revenir dessus. Très rapidement. Oui, parce qu'en fait, la souveraineté telle que les risques que vous évoquez sont des risques évidents. Mais il faut se dire une chose, ça fonctionne comme la démocratie. Aujourd'hui, si vous regardez, parce que la démocratie n'a pas permis de donner de l'eau à boire à tout le monde, n'a pas permis de donner du pain à tout le monde, on se dit, dans certains cercles, que la démocratie est mauvaise. Mais est-ce que nous appliquons la démocratie dans sa rigueur? C'est ça la question. Mais donc ce n'est pas la démocratie qui n'a pas permis de donner. Mais ce sont les hommes qui animent le système qui n'ont pas permis de donner. Oui, c'est ce que je vais statuer. Il faut faire attention. Non, mais c'est pour ça effectivement que je reviens, pour relever que ce n'est pas la démocratie qui est mauvaise, c'est quels sont ou c'est les hommes qui les conduisent, ou c'est la façon effectivement dont ils conduisent la démocratie. De même, dans le cas de la souveraineté, en fait, c'est-à-dire, c'est comment les textes sont faits pour assurer effectivement une souveraineté effective. Est-ce que ça part de nos valeurs? Est-ce que ça part effectivement des éléments de notre culture? Maintenant, où sont les garde-fous pour faire en sorte effectivement que ce soit ça? Sinon, on aura toujours des gens qui vont vouloir tirer la couverture de leur côté, mais on doit mettre effectivement des systèmes en place, de sorte effectivement que ça ne puisse pas se faire. Et je prends effectivement un exemple. Si vous prenez la gouvernance effectivement du président Roch, vous tirez effectivement dans la gouvernance du président Kaboré, si on veut dire qu'il y a eu beaucoup de dérives et des sorties de pistes graves. Mais est-ce que c'est parce que c'est Roch? Je ne pense pas. Je pense que parce que nos textes, ils donnent un pouvoir exagéré au président du Faso. Il peut utiliser n'importe quel parti ou organisation de parti pour se faire élire, mais à partir du moment où il est élu, il a le droit effectivement de nomination sans consulter personne pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est une grosse faiblesse. Ça veut dire effectivement que dans le cas effectivement de Blaise a cousu une tunique pour lui, et cette tunique devenait trop grande effectivement pour toute autre personne, incluant effectivement Roch ou toute autre personne qui viendrait. Ça veut dire effectivement qu'il faut regarder toujours. Et puis, si nous restons effectivement toujours dans le cadre de la Constitution, vous verrez effectivement que, à la différence des États-Unis et d'autres pays, nous n'avons pas un système d'impeachment. Comment on peut appeler l'impeachment en français?
Ça correspond à la mise en œuvre en fait de la responsabilité du président. À la remise en question. Moi je dirais effectivement à la remise en question de la présidente, à reconsidérer, lui retirer effectivement le mandat qu'on lui a donné, si effectivement. Qu'est-ce qui a amené effectivement la possibilité de le destituer? La possibilité de le destituer, c'est le mot. La Constitution devrait effectivement faire figurer cela. Mais si on regarde effectivement, la Constitution initiale a été faite pour qui? Pour Blaise par Blaise. Alors ceux qui arrivent effectivement en profitent. Et c'est pour dire effectivement que c'est dans les systèmes exceptionnels, dans les systèmes de crise comme nous sommes aujourd'hui, qu'il faut regarder effectivement ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va arriver autrement et puis refuser que ça lui profite. Voici donc des propositions que le Front patriotique pourrait faire. Exact, parce que quand il dit c'est pas quelqu'un qui va venir et puis refuser que ça lui profite, ça ce n'est pas exact. Parce que je dis toujours, le principe de la démocratie est fondé sur la vertu. Si vous prenez la démocratie partout dans le monde, si vous avez des politiciens qui n'ont absolument aucun amour pour leur pays, si vous avez des politiciens véreux, si vous avez des politiciens kleptocrates, bien entendu, quels que soient les textes, ils viendront et feront ce qu'ils veulent. Le fond du problème n'est pas là-bas. Mais on ne peut pas faire la démocratie sans des démocrates. On ne peut pas faire la démocratie sans des hommes. Parce que ce que vous dites n'est pas totalement exact. Le président du Faso, dans le système burkinabé, n'a pas le droit de nommer qui il veut. On a mis des systèmes, même il vient, normalement le premier ministre, dans notre système, est issu de la majorité. Que la majorité soit toujours la majorité présidentielle, ça c'est un fait, c'est pas le droit. Mais la majorité peut ne pas être la majorité présidentielle et le président est tenu de nommer un premier ministre dans la majorité au Parlement. Ensuite, on dit que le premier ministre détermine la politique. Ensuite, on sait que dans les nominations, dans les hautes fonctions publiques, il y a des règles. Mais si personne ne les respecte, ce n'est pas les règles. Ce sont les gens qui sont censés, qui ont été élus pour appliquer ces règles-là, mais qui les appliquent comme ils veulent. On a vu des systèmes où on dit que les directeurs des sociétés d'État doivent être désignés par appel à candidature. Mais les gens ne font pas d'appel à candidature. Et ça se fait sous le régime de Roch, ça se fait sous le régime de Blaise, ça se fait sous le régime issu de coup d'État. Donc ça pose un problème de l'éthique en politique. C'est ça la réalité. Ok, non, j'aimerais bien. Oui, mais j'ai le droit de réponse quand même par rapport à... Oui, voilà. Nous devons aborder un autre volet de la question de l'indépendance. Je m'inscris en faux par rapport effectivement à ce qui vient d'être dit, parce que quand un système est monté, le système lui-même doit se donner effectivement des passages de contrôle. Si je cite effectivement le président Rawlings, il a tellement travaillé à mettre en place effectivement des textes cohérents, comme il le disait, pour faire en sorte que quelle que soit la personne qui arrive, si c'est le diable, qu'il ne puisse pas effectivement le faire. C'est pourquoi je dis, les textes qui ont été placés et édictés dès le début ont été édictés pour être effectivement allègrement, pour qu'on passe allègrement dessus. Et ça, c'est une réalité. Parce que c'est ce qui permet effectivement aux gens aujourd'hui de le faire. Comme le dit Maître Kam, est-ce que les textes ont des réels problèmes? N'est-ce pas l'application de ces textes qui font défaut? C'est les deux. C'est les deux, parce que quand vous avez des textes effectivement qui sont faibles, ça facilite effectivement que les gens passent à côté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut travailler sur les deux. Il faut travailler d'abord sur l'éducation du peuple, la formation effectivement, la sensibilisation, pour que les gens se prennent effectivement en charge et qu'ils prennent leur destin en main, comme on le dit effectivement au niveau du Front patriotique. Voilà. Alors on poursuit avec l'indépendance sous un contexte de crise entre la justice et l'exécutif autour de cette affaire de Adja de Komsilga. Les juridictions ne fonctionnent plus depuis plusieurs jours après l'exfiltration de cette prévenue suite à une descente armée d'agents répondants de l'Agence nationale du renseignement au tribunal de grande instance de Ouagadougou, une affaire rocambolesque qui fait plusieurs mécontents. La question, elle vous est adressée, Maître Guervé Kam, en tant qu'homme de droit. Comment est-ce que vous appréciez cette affaire? Écoutez, au début de cette affaire, j'avoue que quand j'ai vu les premiers éléments, cette vidéo avec des blindés dans une cour de justice, ensuite les explications qui étaient données dès le premier jour, personnellement j'ai pensé que c'était faux.
J'ai pensé que c'était des fakes. On est dans un monde de fake news. Honnêtement, j'ai pensé que c'était des fakes. Et quand j'ai vu que c'était la réalité de ce qui s'est passé, ça dépassait, n'est-ce pas, mon entendement. Parce que, croyez-moi, en plus de 20 ans de carrière dans le milieu judiciaire, nous avons vu beaucoup de situations d'atteinte à l'indépendance de la justice, beaucoup de situations d'immixtion de l'exécutif dans la justice, mais jamais, au grand jamais, en tout cas dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais pu penser que une telle immixtion, n'est-ce pas, est organisée et assumée pouvait se passer dans mon pays. On dit, hein, tant que vous n'êtes pas mort, ne dites pas que vous n'avez pas encore vu. Donc, vous pouvez tout voir. Et là, on a vu. Maintenant, j'ai dit, il faut que le peuple burkinabé se rappelle d'où il vient. Tout ça, ça se passe pourquoi? Parce qu'il y a eu 2014. Parce qu'il y a eu 2015. Et qu'en 2015, nourri, n'est-ce pas, de notre histoire, notre fait, n'est-ce pas, des atteintes à la justice, fait, n'est-ce pas, d'impunité, notamment dans l'affaire Thomas Sankara, dans l'affaire Norbert Zongo, toutes les affaires politico-judiciaires qu'on a eues, les crimes économiques, tout cela, le plus jamais ça a consisté en 2014-2015 à revoir les textes de la justice et à consacrer une indépendance de la justice telle que pour moi, ça n'existe nulle part dans le monde. Et c'est cette indépendance de la justice-là qui nous protège tous. Et c'est cette indépendance de la justice qui fait qu'on voit ce qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'on se serait situé avant 2014, le ministre de la Justice allait appeler tout simplement le procureur, lui aurait dit, n'engage pas de poursuite. Et légalement, il n'aurait pas engagé de poursuite. Maintenant, ça ne peut pas se faire. Le ministre ne peut pas le faire. Et c'est en cela que j'ai dit que pour qu'il y ait la démocratie, il faut des démocrates. Pour qu'il y ait l'indépendance de la justice, il faut bien qu'il y ait des patriotes. Parce que ce qui s'est passé, les textes sont bons, mais ça s'est passé. Voyez-vous, ça s'est passé. Et ce qui s'est passé à la suite, les bricolages qu'on a fait pour rattraper, c'est la preuve que on a des problèmes, pas à nos textes, mais à nos hommes. Donc, sur cette question, je pense que l'indépendance de la justice qui est pour nous tous a été totalement attaquée au sens propre et au sens figuré. Et voilà, pour une fois. Et donc, les magistrats ont réagi et il est difficile, n'est-ce pas, de critiquer en réalité leur réaction. Parce que moi je le dis toujours, l'indépendance de la justice, les garanties accordées aux juges, ce n'est pas pour les juges, ce n'est pas pour les beaux yeux des magistrats, c'est pour nous tous. Souvenez-vous de Blaise Compaoré et du CDP, au pouvoir très fort. Ils ont créé une justice qui s'appelle la justice militaire. C'est eux qui ont créé la justice, c'est eux qui ont adopté tous les textes de la justice militaire. Ça n'a pas connu de réforme. Quand on a voulu les juger sur les mêmes textes qu'ils ont créés, quel problème le pays n'a pas vu? C'est pas indépendant, c'est ainsi, alors que c'est eux qui ont fait. Pendant que quand ils étaient là, quand on leur disait que la justice militaire, elle n'est pas bonne, qu'elle reste une justice de prévôté, mais pas une justice militaire. J'aime bien cette formule de Chamberlain qui disait que l'adjectif militaire ajoutait à toute chose la dénature. Ajouter à la justice à la dénature. Donc, les gens ont adopté des textes, après ça les prend, ils se plaignent. C'est pour dire quoi? Que tant qu'on est au pouvoir, on n'aime pas l'indépendance de la justice. On n'aime pas. Quels sont ces gens, ces fonctionnaires payés par l'État et qui sont indépendants? Ce n'est pas possible. Des autorités politiques dans ce pays l'ont dit. Je ne veux pas citer des noms, paix à leurs âmes, l'ont dit. Il n'y a pas d'autorité indépendante. Le mandat de dépôt, j'en fais mon papier toilette. Des autorités l'ont dit dans ce pays. Puis ils ont été arrêtés. Qu'est-ce qui les sauvait?
la justice. Donc, sur cette question-là, je pense que c'est une question qui touche au fondement de notre vivre ensemble. Et bien entendu, la loi a dit que le pouvoir judiciaire appartient au juge. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont réagi, mais je pense que c'est nous tous, à commencer par ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, qui devront donc défendre en fait l'indépendance de la justice. Parce que sans la justice, nous n'existons pas. Alors, Gervais Nadambega, est-ce que pour vous, l'affaire Adja de Komsilga est l'affaire de trop? Avant de donner cette appréciation, le Front patriotique est là pour interpeller, est là pour faire des recommandations. Et je vais saisir cette faveur que vous m'accordez pour interpeller les autorités en place et leur dire le vivre ensemble est cardinal pour toute œuvre de gouvernance d'un pouvoir quel qu'il soit. Et la justice, dans un contexte où les deux autres pouvoirs sont des pouvoirs de transition, parce qu'effectivement, si vous prenez l'ALT, c'est la transition. Vous prenez effectivement le pouvoir exécutif, il est transitoire. Ce qui est vraiment stable, qui doit le demeurer et aider les autres à avancer, c'est le pouvoir judiciaire. Si le pouvoir judiciaire est saboté, s'il est négligé, si son indépendance est remise en cause, nous n'avons plus un pied sur lequel nous n'avons plus qu'un seul pied. C'est comme si vous prenez un foyer a besoin de 3 pierres, et vous avez 2 pierres qui ne sont pas là. L'équilibre est perdu. Donc, sérieusement, très sincèrement et de façon très solennelle, le Front patriotique les prie d'arrêter effectivement le caracolage et puis adresser cette question convenablement. Mais allez-y, il n'a pas fini, allez-y. Oui, c'était pour revenir maintenant à votre question. Vous pouvez demander effectivement si c'est de trop. L'affaire de trop. Voilà, l'affaire de trop. Mais quand on dit l'affaire de trop, c'est par rapport effectivement à quelque chose. Je vais dire simplement que c'est une affaire. Il y a les questions d'enrôlement forcé. Exact. Et à la question des manifestations qui ne sont pas autorisées. La classe politique est toujours en attente de pouvoir mener librement ses activités et bien d'autres. Mais quand on dit effectivement c'est de trop, c'est par rapport à quelque chose que l'on risque. Et ici, moi, je vais dire simplement que c'est une situation très grave. Cette affaire est très grave et elle fait perdre effectivement du crédit à tout le système et ça peut démobiliser, hein, ça peut même démobiliser alors que nous avons besoin aujourd'hui de la cohésion pour aller effectivement pour les conquêtes, pour la sécurité. Alors je reviens à vous, maître. Oui, ajouter quelque chose d'important, il a dit le mot, c'est la question du crédit, de la crédibilité de la justice. Je pense que, quelle que soit la justice, une justice peut être mauvaise, mais si elle est crédible, elle peut jouer son rôle de paix, de facteur de paix sociale. Une justice peut être bonne, mais si elle n'est pas crédible, elle ne peut pas jouer le rôle de facteur de paix sociale. Donc, dans toute action, que ce soit une action de l'État, une action des citoyens, nous devons tout faire pour préserver la crédibilité de la justice. Mais une justice ne peut en aucun cas être crédible quand les citoyens pensent que nous ne sommes pas égaux devant la justice. Et je pense que c'est l'enjeu, n'est-ce pas, principal de cette question de l'affaire dite Adja la guérisseuse. Justement, la prévenue, selon ces communiqués qui ont été rendus publics par le gouvernement notamment et la récente sortie du président du Faso depuis Pau, interrogé sur cette question de Adja de Komsilga, pour eux, il y a un lien entre la guérisseuse et une affaire de sûreté de l'État. Est-ce que la couleuvre passe à votre niveau? Non. Vous voyez, bon, peut-être que j'ai un défaut, n'est-ce pas, d'être dans le monde judiciaire. Mais je sais que quand on prend la justice au sens large, l'ANR fait partie, n'est-ce pas, de la justice au sens large. Parce que l'ANR peut faire, n'est-ce pas, l'ANR travaille avec la justice, si c'est faux, que quelqu'un sorte demain pour me contester. Donc, comment se fait-il qu'un problème qui concerne la sécurité du pays, dont l'ANR a connaissance, qui n'a pas pu trouver dans son propre canal, étant ANR entendu au sens, n'est-ce pas, d'acteur de la justice. Donc ça pose problème.
Et à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup posé des questions. Jusqu'à maintenant, je me pose des questions. Peut-être que Gervais ou vous-même pourrez m'éclairer parce que j'ai dit, ok, cette affaire a un lien avec une question de sécurité. Mais quand on dit cette affaire, est-ce que c'est le fait que les éléments de la guérisseuse ont frappé quelqu'un qui a un problème avec la sécurité? Est-ce que c'est le fait que la guérisseuse a été mise sous mandat de dépôt qui a un problème avec la sécurité? Ou est-ce que c'est le fait que des militaires aient pris nos blindés pour aller l'enlever de la justice, donc pour aller, ce que le procureur a qualifié d'évasion, pour aller faire cette complicité d'évasion qui a un lien avec la sécurité? Moi, je ne sais pas. Mais je veux bien comprendre parce que dans tout ça, j'ai essayé de faire un lien. Mais au fait, la question de la sécurité nationale dans ça, c'est quoi? Je n'arrive pas. Mais, comme des gens l'ont dit, si on arrive à comprendre, c'est bon. Mais pour l'instant, moi, je n'arrive pas à comprendre quel est l'élément de cette affaire qui peut avoir un lien avec la sécurité et comment une institution de l'État qui relève du service public de la justice en général n'ait pas pu régler ça dans les canaux normaux. Quand l'ANR travaille et identifie des terroristes qu'elle arrête, elle les amène où? Elle les amène à la justice. Donc, je pense qu'à partir de ce moment, des passerelles existent et pour qu'on en arrive à avoir des blindés dans des palais de justice. Aussi, moi, la question... Sur le même sujet, okay. Il demandait effectivement si on avait une réponse. Moi, je n'ai pas de réponse, mais j'ai aussi très mal dans ma logique. Et dans le même sens, mais par une autre lecture. Je ne comprends pas que ce soit un problème, ce soit lié à un problème de sécurité, ce qui veut dire effectivement que c'est très grave, mais que ce ne soit pas effectivement l'ANR qui amène effectivement la personne, qui convoque la personne et qui l'amène en justice, mais que ce soit d'autres personnes effectivement qui amènent la bonne dame, que le tribunal Ouaga 2 décide effectivement d'un mandat de dépôt et que ce soit maintenant en ce moment que l'ANR vient, non pas pour effectivement être plus rigoureuse, mais maintenant pour l'aider à sortir. Alors j'ai un problème de logique en moi-même. Je n'arrive pas à trouver moi-même la réponse à ça. Alors, je reviens à Guy Hervé-Kam. On a vu cette demande de la prévenue qui voudrait être incarcérée à la maison d'arrêt et de correction des armées, en lieu et place de son dépôt qui était prévu à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Est-ce que la procédure a été respectée en la matière? Alors, moi, je pense qu'il faut accepter dès le départ qu'autour de cette affaire, on a plus de non-droit que du droit. Le droit s'est arrêté à partir du moment où le procureur du Faso, le TGI de Ouaga 2, a décerné un mandat de dépôt. Le droit s'est arrêté là-bas. Tout ce qui se passe n'a pas grand-chose à voir avec le droit. Lorsque vous prenez la législation, effectivement, il peut arriver, dans les maisons d'arrêt, la loi le prévoit, que pour des raisons de manque de place, que pour des raisons tenant à la sécurité, notamment, un prévenu ne soit pas détenu et un prévenu puisse être transféré. Mais cela suppose que, en fait, non, cela suppose que c'est l'administration pénitentiaire qui constate qu'il n'y a pas de place, qui constate qu'il y a des problèmes de sécurité et qui organise le transfèrement. Et le transfèrement dans une maison d'arrêt proche. Je dois préciser que nous sommes ici dans deux domaines différents, la justice civile et la justice militaire. Donc, pour moi, lorsqu'on parle de la maison d'arrêt proche, je ne vois pas la justice militaire. Hein. Je vois la maison d'arrêt de Zignaré, je vois la maison d'arrêt de Kaya, je vois la maison d'arrêt de Koudougou, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas de passerelle entre la maison d'arrêt civile et la maison d'arrêt militaire. Et on est allé inviter, n'est-ce pas, l'article 1 du texte sur les militaires qui prévoit que sur autorisation expresse du ministre, quelqu'un peut être détenu. Mais on n'a pas dit sur demande d'un prévenu. Vous voyez, si chacun de nous doit choisir là où il veut être détenu, et ce n'est pas une première. Si ma mémoire ne joue pas des tours, je sais que M. Luc Adolphe Thiao, quand il était détenu à la maison d'arrêt, avait demandé à être détenu à la Maka, ça lui a été refusé. Il y a des militaires condamnés, donc radiés des effectifs, qui sont à la Mako,
qui ont demandé d'être détenus à la Maka, qui a été refusé. Donc, bien entendu, on est d'accord que ce n'est pas, n'est-ce pas, à la personne détenue de choisir là où elle veut être détenue. Mais bon, après, avec le droit... Alors, bien avant donc que le communiqué du gouvernement soit rendu public, on a également vu cet écrit du ministre d'État, ministre de la fonction publique, Bassolma Bazié, qui disait ceci en substance: prendre toutes les dispositions pour éviter coûte que coûte un assassinat bis tel le 15 octobre 2001 du père Celestino Dijovan Bastia, ancien curé de l'église Saint-Camille de Ouagadougou, assassiné, donc tué en pleine prison. Oui, j'ai vu ça. Et après, j'ai lu aussi la requête, n'est-ce pas, où on parlait du fait que le fait qu'on soit venu retirer la dame entre les mains des GSP, ça laisse entendre que ce qu'on craint pour la dame à la maison d'arrêt, c'est plutôt les GSP qui peuvent, par vengeance, lui faire du mal. Je pense que c'est très grave. C'est vraiment très grave du point de vue des gardes de la corporation en général de la sécurité présidentielle et disons présidentielle de la sécurité pénitentiaire, parce que c'est considéré en réalité que ce ne sont pas des professionnels et qu'ils peuvent prendre leur ego pour faire du mal à quelqu'un. Sinon, faire le lien avec le cas du père Celestino qui a été attaqué et tué à la maison d'arrêt par un détenu dont on a dit qu'il avait des troubles mentaux, je pense que convoquer ça pour justifier la détention de Adja, la guérisseuse, en réalité, ça, si c'est ça, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les impératifs de sécurité nationale. Parce que le fait que quelqu'un puisse atteindre l'intégrité physique de Adja est un impératif de sécurité de Adja qui relève de l'État, d'accord, mais ça n'a absolument rien à voir avec les impératifs de sécurité nationale. Déjà, il serait bien qu'on nous clarifie, parce que effectivement, on a parlé des impératifs de sécurité nationale et le ministre d'État a parlé de la sécurité de Adja. J'ai vu un autre communiqué du gouvernement où on a convoqué un autre motif qui n'est pas en tête, mais ça faisait 3 motifs différents pour la même chose. Je pense qu'au niveau du gouvernement, ça sera très bien pour la confiance que les institutions étatiques doivent inspirer dans la population, qu'on ait un seul, comme on appelle, un seul motif, oui. Voilà, qui soit communiqué. Alors, on termine avec vous, Germaine Dambega, sur cette question de Adja de Komsilga. Selon vous, en fonction des hypothèses que vous évoquez, comment pourrait finir ce contentieux? Ben, à la lecture de ce qui s'est passé, vu qu'il ne semble pas avoir effectivement une logique juridique, ce serait difficile d'anticiper, parce que c'est de l'acrobatie. En fait, si ça suivait effectivement une règle juridique, M. Kamela, il est du domaine, il aurait pu dire effectivement ceci, cela. Et pour aller dans le sens effectivement qu'il disait, mais le transfèrement, ça suppose effectivement que la personne est déjà dans une maison d'arrêt. Et que c'est de cette maison d'arrêt que l'on peut constater effectivement qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'espace, etc., avant que l'administration pénitentiaire, alors qu'on l'a même empêché d'aller là. Si bien qu'aujourd'hui, ce que l'on peut faire simplement, c'est des interpellations, et je ne vais pas rentrer dans la divination, parce que ça va être difficile. On ne peut pas diviner, on interpelle simplement, parce que nous voulons tous que cette transition se passe très bien, que nous vaincrons effectivement le terrorisme, que effectivement les textes qui doivent être revus soient revus de façon consensuelle, de façon avec la participation de tout le monde, que ce soit vraiment inclusif. Et quand je parle d'inclusivité, ce n'est pas 2-3 politiciens à l'ALT, mais représentants des partis politiques à l'ALT, mais quelle est la légitimité sociale, politique, de la société civile puisse participer. Alors c'est bien noté, c'est donc la fin du débat pour le 100% info du jour. Merci à tous, fidèles téléspectateurs, à très bientôt pour un autre sujet.